La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, merci de venir nous retrouver. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de B2B. Aujourd'hui, à qui allons-nous nous intéresser ? Un entrepreneur qui peut-être que dans quelques temps, il ne viendra pas lui-même, il enverra son avatar ou son chat GPT personnel pour répondre aux questions. Je ne suis pas sûr qu'on accepte. Hein. Je ne sais pas, ça dépend si vous venez avec le vôtre ou pas. Bonne remarque. Enfin, vous l'avez compris, notre invité est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Il a créé son entreprise Efixis à Lausanne et une entreprise qui vient de rejoindre un groupe français, Artefact. Nous recevons aujourd'hui Rémi Sabonadière, CEO de Efixis. Rémi Sabonadière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Super. Cette première partie d'émission est consacrée à vous et à vous seul, finalement, à vous en tant qu'individu, en tant que dirigeant. Pour commencer, j'aimerais savoir quel est votre âge, puisqu'on voit que vous êtes un jeune dirigeant. Et puis, si vous pouviez nous raconter un peu là où vous avez grandi. Bien sûr, alors j'ai 30 ans, ça fait 2 mois maintenant. J'ai Félicitations. passé la décennie, merci beaucoup. Alors j'ai grandi dans beaucoup d'endroits, je suis né à Grenoble, pas bien loin d'ici. Après, j'ai déménagé à Metz. Après, ma famille est allée s'installer en région parisienne, d'abord à Saint-Germain-en-Laye, puis à Fontainebleau. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire mon lycée à Barcelone, où j'en garde de très bons souvenirs. Et c'est ça qui m'a aussi amené à arriver à l'EPFL en 2012. Donc, vous avez sauté de Barcelone jusqu'à l'EPFL. Un petit choc de température, je crois. Grand choc de température, mais tout aussi sympa. C'est vrai ? Ouais. Quel a été votre premier souvenir avec l'informatique ? Alors, 30 ans, vous faites partie de cette génération qui est née avec des ordinateurs, mais votre tout premier souvenir pour l'informatique ? J'avais eu la grande chance d'aller visiter un laboratoire de Stanford quand j'avais 12 ans, 13 ans, que mon grand-père m'avait organisé, lui qui était professeur universitaire. Et je me souviens de tous ces robots, ils faisaient par biomimétisme, ils essayaient de reproduire comme un gecko pouvait grimper au mur avec des robots qui vidaient la vaisselle. Et je m'en souviendrai toujours comme quelque chose qui m'a inspiré en me disant que je voulais faire ça plus tard. Alors je ne suis pas du tout fini de la robotique, mais pas bien loin. Non, d'ailleurs, vous avez dans vos études eu un parcours pour devenir chimiste au départ. Absolument. À Ouais. l'EPFL. Exactement. Je me souviens encore en train de regarder toutes les possibilités à l'EPFL. J'avais eu des bonnes notes en chimie et je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'était assez dur comme ça pour me lancer dans l'inconnu. Donc, j'ai choisi une faculté où je me sentais à l'aise. Donc, entre la chimie et l'informatique et l'intelligence artificielle, c'est un peu le grand écart, non ? C'est un peu le grand écart, mais j'ai eu l'énorme chance de rejoindre l'entreprise SIGPA. Pendant mon année de césure, à la fin de mon bachelor, j'étais un petit peu perdu. C'est que c'est le spécialiste des encres de sécurité sur les billets de banque, notamment. Absolument, un grand spécialiste de la chimie pour les encres, pour les billets de banque, les passeports et autres solutions. Et c'était à l'époque où SIGPA a créé son Digital Lab, donc une unité chargée d'investiguer comment le digital pouvait s'appliquer à leurs activités. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert le monde de l'intelligence artificielle et ça m'a fait pivoter ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai changé en master, je suis allé étudier l'informatique. Alors, du coup, qu'est-ce qui a motivé cette transition ? La passion, le souvenir d'enfant pour ces robots ou le fait de sentir des perspectives ? Sûrement des deux, mais beaucoup d'opportunistes, je pense, et surtout dans la chimie, c'est une science qui a 200, 300 ans. Pour apporter quelque chose à l'édifice, faut au moins un doctorat. Je suis trop hyperactif et impatient pour faire un doctorat, donc je me suis dit, il y a beaucoup de choses allaient arriver en intelligence artificielle et en informatique, et je pense que ça correspondait mieux aussi à mon plan de carrière que d'aller dans quelque chose de très expérimental plutôt que de très théorique. La formation de chimiste, aujourd'hui, ça vous sert des fois encore à quelque chose ? Quand je fais la cuisine, surtout. Non, on étudie des concepts très compliqués, donc la capacité de synthèse, la capacité de compréhension, de prendre du recul, tout ça on l'utilise dans notre quotidien, mais de savoir quelle relation est oxydante ou des choses comme ça, non, ça me sert plus grand-chose dans mon quotidien, ou quand on a des clients qui sont dans le monde de la chimie, permet peut-être de mieux comprendre leur quotidien, mais c'est surtout les capacités que j'ai développées pour étudier la chimie qui me servent plutôt que la chimie en elle-même. Du coup, forcément, dans votre parcours académique, vous avez pris ce petit virage vers les data. Vous êtes parti pour cela étudier à Londres, en Angleterre. Absolument. Alors,
Pourquoi Londres? Et il n'y avait rien ici en Suisse? Alors, c'était en 2016. Le master de l'EPFL en data science n'existait pas encore. Il D'accord. allait ouvrir en 2017. Donc, avec mon boss de l'époque, on avait regardé les masters en Europe qui faisaient de la data science. Et il n'y avait que celui de Londres à l'Imperial College à l'époque qui venait d'ouvrir ses portes, peut-être sa deuxième année, je crois. Et puis après, 2 ans plus tard, toutes les grandes universités s'y sont mis. Mais c'était par élimination. Et aussi, j'avais un très bon copain qui partait également à l'Imperial College à ce moment-là. Donc, on s'est dit, allez, allons ensemble, mate. Vous avez gardé un bon souvenir? Oui, alors, je pense qu'en termes d'éducation, le PFL apporte plus. Le système anglo-saxon est très orienté vers les carrières. On passe beaucoup de temps à faire des entretiens, à avoir des carrières faire, etc. Et au final, moins de temps à étudier, à approfondir. Donc, je garde un très bon souvenir de la vie londonienne. C'est vrai qu'académiquement parlant, si j'avais pu rester à l'EPFL, je l'aurais fait. Mais en termes d'ouverture d'esprit, c'était très sympa d'être à Londres. En tout cas, aujourd'hui, vous avez été présenté par Bilan Magazine dans le panorama des entrepreneurs suisses 2024 de moins de 40 ans. Est-ce que vous aviez imaginé, espéré cette reconnaissance, ce succès? Oh, mais espérer, ouais, je me souviens quand j'étais à l'EPFL, je regardais ces entrepreneurs avec plein d'étoiles dans les yeux. Et donc, non, c'était plutôt j'espérais, mais sans tout faire pour. Et au final, c'est même quelqu'un qui m'a dit: «Ah Rémi, vous devriez aussi avec mes associés, bien sûr, appliquer à ça, ou ça vous donnerait de la reconnaissance.» Et on a appliqué, on a été pris, et c'était une très belle surprise. Je me souviens, j'étais à Lombok en Indonésie quand j'ai reçu la nouvelle après un trek. D'ailleurs, vous teniez à le dire, hein, vous n'êtes pas seul. Absolument pas. Alors, je vous invite à nous présenter vos deux associés. Bien sûr, alors ils sont à Paris à l'heure où je parle. Il y a Melvin Kahn-Manesh, donc mathématicien aussi de l'EPFL et cofondateur, et Elliot Bertrand, mathématicien de l'EPFL et cofondateur aussi. C'est vraiment les trois qui, en mars 2021, nous sommes alliés pour créer FX6, enfin pour prolonger FX6, qui FX6 existait déjà, travailler faisait un software pour les assureurs en analyse de risque, qui était très très niche et un peu stagnant, pour vraiment créer ensemble ce cabinet de conseil, et le succès, bien sûr, aux trois. Ils sont jeunes, eux aussi? Alors, Melvin a 30 ans comme moi, et Elliot est notre cadet, ce que je crois qu'il doit avoir 27 ans, 28 ans, il me semble. Donc c'est même notre cadet. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui se demandent, est-ce que c'est un atout d'être jeune aujourd'hui quand on est entrepreneur sur le marché, et sur le marché en particulier de l'informatique, de l'IA? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? C'est une carte à jouer ou ça vous apporte des difficultés supplémentaires? C'est une très bonne question. Je pense le fait d'être jeune permet de voir les choses de manière fraîche, parfois un peu naïf. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut être parfois un peu naïf, parce que si on sait tout ce qui nous attend, on n'y va pas nécessairement. Donc je pense que le Juste. fait d'être naïf aide. Et après, c'est surtout la curiosité. Le gros avantage qui est extrêmement important quand on a une nouvelle technologie comme ChatGPT qui arrive, c'est de tout remettre en question. Et ça, d'avoir pas trop de préconception, avoir envie de secouer les status quo et d'être curieux est très important. Mais la curiosité n'est pas seulement pour les moins de 30 ans du tout. Donc ça va aider à ce niveau-là, ça va desservir peut-être sur la crédibilité, l'expérience, la gestion d'entreprise, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle de toute façon du succès, mais tout a ses avantages et ses inconvénients. Mais s'il y a un maître mot, c'est la curiosité. En tout cas, c'est un beau mot, puis c'est un beau leitmotiv. En revanche, la curiosité, elle appelle aussi bien les clients qui y a chez vous. Alors, vous êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le B.A.-ba, pour revenir un peu sur les basiques, comment est-ce que vous pourriez, vous qui êtes un professionnel du domaine, définir ce qu'est l'intelligence artificielle? Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle, justement, vu que le monde de l'entrepreneuriat est allé plus vite qu'un peu que l'académique, donc il y a beaucoup d'étymologie qui n'est pas encore claire, mais en un mot, c'est de reproduire des comportements humains par informatique. C'est-à-dire que des choses très simples peuvent être appelées intelligence artificielle. Après, on confond souvent intelligence artificielle et apprentissage automatique, apprentissage profond et intelligence artificielle générative, qui sont, les technologies derrière ChatGPT, derrière Siri et ces choses qu'on utilise au quotidien. Apprentissage profond, quelle est la différence? Alors, c'est une technique d'apprentissage automatisé qui est un peu inspirée de nos neurones et qui permet, disons, de décomposer n'importe quel problème compliqué en une somme de problèmes simples qui permettent après
aux ordinateurs de les résoudre. Par exemple, lire du texte, reconnaître votre visage quand vous déverrouillez votre smartphone. Tout ça, c'est de l'apprentissage profond. J'ai entendu que vous êtes donc 3 associés, 3 hommes. Est-ce que féminine a sa place, a sa part dans l'intelligence artificielle? Bien sûr, une des plus grandes scientifiques de l'intelligence artificielle chez OpenAI est une femme. Malheureusement, son nom m'échappe maintenant. Par contre, malheureusement, c'est vrai que nous, quand on ouvre une position d'ingénieur IA, on va recevoir 90 candidats masculins pour 10 candidats féminins. Donc forcément, la probabilité que le candidat le plus qualifié soit un homme est forcément assez élevée. Mais il y a tous les champs libres. Nous avons des superbes data scientists. Il y a tout champ libre pour les femmes pour s'exprimer. Mais malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, on voit beaucoup trop d'hommes dans ce domaine. Elles apporteraient quelque chose en plus, vous pensez? Ça, je ne saurais pas dire. Nous, on cherche des gens qualifiés et des Il y a perspectives. combien de femmes en ce moment chez FX6? C'est une bonne question. Vous êtes une trentaine, hein, je Ouais, crois. 5, 4, 5. Quatre, cinq. Je n'ai même pas la statistique en tête Ouais. pour vous dire. Un petit nombre. Vous ne pensez pas qu'il y a un manque, qu'il y ait si peu de femmes pour concevoir ces intelligences particulières? C'est clair. D'où ça vient, je ne saurais pas l'expliquer, mais quand on va en département de mathématiques ou de computer science à l'EPFL, où sont formés nos ingénieurs, et EPFL, ETHZ, n'importe quelle université technique, c'est vrai qu'il y a une proportion malheureusement trop faible de femmes. Et du coup, ça fait qu'il y a moins de candidats après aux choses. Mais en tout cas, quand il y a une femme qui applique chez nous, elle est tout aussi compétente que les hommes. Là-dessus, il y a aucune différence. Le message est passé pour les jeunes femmes qui nous regardent. Alors, espérons qu'elles Absolument. nous feront rêver les prochaines, comme certains, je crois, qui font rêver l'actualité en ce moment. La semaine passée, en tout cas, Elon Musk a rêvé ou fait part de son rêve en détail de taxi autonome. Ça fait partie de cet univers de l'intelligence artificielle. Vous, ça vous fait rêver? Vous pensez que c'est vers ça qu'on se dirige grâce à l'IA? Alors oui, personnellement oui, parce que j'aime pas être dans les embouteillages et pouvoir rien faire, donc ou en tout cas écouter la radio, mais j'aimerais faire plus. Ça, pour moi, ça fait partie des bonnes innovations, c'est sûr. Une fois que la réglementation sera là et qu'on aura beaucoup de ces véhicules autonomes, je pense même qu'il y aura moins d'accidents. C'est ce que promet Elon Musk, mais la question c'est quand ça va venir. Il y a quelques années, il disait que ce serait déjà aujourd'hui, puis aujourd'hui c'est plutôt 2027 l'entrée vraiment en production de masse de ces taxis. Google a aussi son taxi autonome et il n'y en a que quelques centaines à peine de disponibles. On n'est pas encore vraiment dans ce grand marché. C'est un fantasme d'avoir une IA qui va nous piloter ces voitures. On va quand même y être un jour, mais pas en 2150. Alors c'est une réalité, je pense que scientifiquement on y est. Techniquement, on y est. On sait faire une voiture qui conduit mieux que moi, parce que je ne conduis pas très bien. Par contre, il y a 2 grands bloqueurs. Le premier va être la régulation. C'est-à-dire que tant que la loi ne permet pas à une voiture de ne pas avoir de volant, on ne peut pas les vendre. Donc voilà, il y a aussi, sociétalement parlant, qu'on change nos lois, qu'on change nos façons de faire. Peut-être qu'il faudra des lignes dans les routes dédiées aux voitures autonomes, je ne sais pas. Et après, il y a juste la fabrication à échelle de ces modèles, parce qu'on parle de centaines, de milliers, de millions de véhicules. Et ça, il faut des usines, il faut des gens formés, etc. Donc c'est plus des limites, soit d'ingénierie, soit légales. Mais scientifiquement, je suis absolument convaincu qu'on est capable de faire une voiture qui conduit très très bien. Merci beaucoup Rémi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour vous cuisiner, vous. Ah. Et on va maintenant passer à l'entreprise. Rémi Sabonadier, on va essayer de comprendre le fonctionnement de FX6. Une trentaine d'employés, on l'a dit. Vous travaillez dans l'intelligence artificielle et ces modèles de langage très sophistiqués tels que ChatGPT. On va y revenir, mais d'abord à une activité vraiment marquante pour votre entreprise, jeune entreprise. C'était le 31 juillet. Elle a été rachetée par le groupe français Artefact, vous l'avez mentionné, pour donner une idée de la proportion, c'est 1500 employés Artefact, donc c'est beaucoup plus grand que le vôtre, que votre entreprise. Vous en êtes toujours le CEO aujourd'hui de FX6. Vous avez gardé des parts ou vous avez tout vendu? Alors non, je ne suis plus le CEO, maintenant je suis un associé. Associé, ça veut dire quelle est la différence? Disons que maintenant, on fait partie du groupe, donc il n'y a plus nécessairement de direction à prendre et de management complètement indépendant. On suit, bien sûr, on a notre autonomie sur nos clients, les façons de faire, la façon de recruter, mais en termes de direction stratégique, on suit ce que fait le groupe. Donc il n'y a plus besoin de ce rôle. A priori, je peux me reconcentrer sur aussi mes clients et mes collègues.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, FX6, il y a toujours un site internet, le nom existe, mais il est amené à disparaître dans un futur très proche. On ne sait pas ça. Proche, non. Non, je pense on a une façon de faire, on a une réputation auprès de nos clients qu'on veut garder, donc on verra comment ça évolue. Mais a priori, il y a tout est au vert pour qu'on intègre un jour complètement le groupe. On veut juste se donner le temps que tout soit bien fait, qu'il n'y ait aucune discontinuité dans nos opérations, ou surtout et avant tout la satisfaction de nos clients avant de faire ça. Et pourquoi avoir cédé le contrôle plutôt que de continuer l'aventure en solo? Avec cette vague de l'IA générative, donc cette nouvelle technologie derrière ChatGPT, donc ça nous a mis beaucoup de vent dans les voiles, hein, bien sûr. Alors on y travaillait déjà avant et ça nous a mis beaucoup de vent dans les voiles quand c'est arrivé. Mais dans le monde du conseil, au début, on fait des petits prototypes, on forme les gens et puis c'est des petits mandats. Mais très rapidement, des grands groupes sont venus nous voir avec des programmes ambitieux où on se retrouvait un peu court avec 30 personnes et parfois pas de certaines compétences chez nous. Donc, début de l'année, on s'est posé la question de comment on faisait pour que quelques grands groupes viennent nous voir pour des programmes de transformation, les faire et pas être disqualifiés juste parce qu'on n'a pas une antenne à New York et une antenne à Londres. Et c'est là que Artefact nous a contactés à ce moment-là. Ça a été un coup de foudre professionnel et on s'est dit, joignons nos forces parce que nous, on garde l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Voilà, mon quotidien n'a pas changé au 1er août du tout, et celui de mes associés non plus. Mais ça nous permet de voir plus grand, plus vite. Et sinon, on avait peur de perdre l'avance qu'on avait, tout simplement en étant trop petit, et c'était vraiment dommage. Parlons les clients auxquels vous faites allusion. C'est sur votre site, vous mentionnez des grands noms effectivement de l'économie. Il y a Roche, il y a Nestlé, l'assureur maladie CSS, le CHUV, le cabinet d'études de l'immobilier SIFI. Est-ce que, pour être concret pour ceux qui nous regardent, pourriez nous donner un cas vraiment précis, un cas d'usage de l'IA que vous leur apportez? Ouais, il y a vraiment de tout. Alors, ce qu'il faut, on sépare aussi deux choses. C'est déjà l'utilisation de l'IA dans le quotidien des collaborateurs, c'est-à-dire comment gagner 1 heure par jour en écrivant mieux ses mails, en synthétisant des notes avec ChatGPT ou Copilot ou des outils similaires. Donc, l'utilisation quotidienne pour faire que tout le monde gagne du temps, et des développements très spécifiques qui permettent aux entreprises de créer leurs services et leurs produits de demain. Mais après, c'est vrai que malheureusement, on ne communique pas trop sur cette deuxième partie, parce que c'est souvent assez stratégique pour les entreprises, mais ça va aller de repenser le service client pour que ce soit une IA qui puisse répondre aux questions simples. Ça va être faire de la maintenance technique sur des machines compliquées, c'est-à-dire plutôt que l'entreprise envoie un ingénieur résoudre un problème au Brésil, les clients peuvent directement décrire le problème et l'IA va suggérer une façon de résoudre la machine, ou ça peut être d'assister le banquier de demain à avoir accès à toutes les informations de son client plutôt que de prendre 2 jours à répondre. Et quel est le modèle d'affaires de FX6? Vous faites rémunérer de quelle manière? Le temps passé, on est vraiment un cabinet de conseil. Donc, les gens vont venir nous voir, les entreprises viennent nous voir pour un mandat en stratégie, en formation ou en développement. On va échanger avec eux, estimer le temps que ça va nous prendre, et c'est une transaction comme ça. On peut avoir une idée de l'ordre de grandeur que représentait le chiffre d'affaires quand vous avez cédé à Artefact? Le chiffre d'affaires d'FX6, c'était ça va être aux alentours de 3 à 4 millions. D'accord, et par rapport à il y a 3 ans en arrière? 300 000. D'accord, oui, fois 10. Fois 10. Vous faites d'ailleurs beaucoup de formations. Absolument. Et c'est bien quand on est jeune de continuer à rester en contact avec les étudiants. Mais vous le faites régulièrement. Est-ce que vous le faites aussi pour trouver de nouveaux clients? Absolument. Alors, on pense encore une fois que pour les entreprises, former les collaborateurs, c'est absolument nécessaire. Parce que on considère souvent l'arrivée de ChatGPT équivalent comme l'arrivée d'Internet ou l'arrivée de la suite Office en 83, si ma mémoire est bonne. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas que les départements d'innovation qui doivent faire de l'IA. Les départements de ressources humaines, marketing, administratif, back-office, tout le monde doit l'utiliser. Donc, on forme énormément. La semaine dernière, j'ai donné 4 workshops encore, d'un conseil d'administration d'une assurance jusqu'à des collaborateurs d'une université ici. Donc, ça, c'est une prestation que vous faites payer ou bien elle est gratuite? Non, on l'a fait. Alors, de temps en temps, c'est gratuit. Mais encore une fois, vu qu'on pense que c'est absolument critique, on y met beaucoup d'efforts, beaucoup de recherche pour que pédagogiquement, on soit capable de vraiment casser des a priori que les gens ont sur l'IA, leur permettre de l'utiliser dans leur quotidien. Notre métrique du succès, c'est si la personne, en sortant,
l'utilise pour préparer la fiche que vous avez devant vous, par exemple. Sans ChatGPT, je te Sans confesser, ChatGPT, mais bah, voilà, ça marche pas si mal. Alors, Est-ce que vous proposez comme formation, vous savez déjà ce que vous allez apporter, ou le fait justement d'offrir ces formations vous permet, vous, de mieux savoir ce que vous devez offrir à vos clients? Parce que c'est tout nouveau pour tout le monde, finalement. ça nous permet aussi de comprendre comment les collaborateurs d'une entreprise voient l'intelligence artificielle. Et vu qu'on travaille aussi en général avec la direction, bah, ça nous permet de remonter des cas d'usage auprès des collaborateurs. Comme ça, on s'assure que si et la direction et les équipes ont la même idée, c'est-à-dire que c'est vraiment une idée qui va apporter beaucoup de valeur à l'entreprise ou à l'organisation. Vous auriez un Donc, exemple à partager avec nous? là, comme ça, ici, non, oui, j'en ai un. Bah, typiquement, la maintenance technique de machines compliquées pour un fabricant de machines-outils. Bah, ça a été une idée qu'on avait eue avec la direction lors d'une formation, mais c'est aussi, on travaille avec les collaborateurs de cette entreprise qui nous ont dit, ah, bah, on nous pose tout le temps des questions sur les machines, ce serait génial si l'IA pouvait y répondre à C'est notre intéressant place. comme exemple parce que on parle d'une machine, et donc on n'est pas sur un software, on n'est pas sur un service, et on pourrait se dire que le monde des machines-outils n'est pas forcément ultra concerné par l'IA. Et en fait, non. L'IA peut venir mais plutôt dans la maintenance. Bah, en tout cas, dans ce que j'appelle le troubleshooting, voilà, la réparation, absolument, oui, oui, il y a beaucoup d'applications. Et pour cette entreprise, c'était voilà, une cinquantaine de personnes qui parfois devaient prendre un avion, tout ça pour réparer quelque chose d'assez simple. Et c'est un service au client de maintenance technique. C'est comme si l'ordinateur en face de vous ne marchait plus, bah, vous pourriez décrire le problème, on vous suggère une résolution et ça marche bien. Élargissons la discussion à l'intelligence artificielle. En Suisse, alors la Suisse n'est pas un pays très très grand, même s'il est très innovant, mais on n'a pas un Google, un Meta ou un Amazon en Suisse. Comment est-ce qu'on peut se distinguer sur le marché de l'IA? C'est une très bonne question. Alors, il faut bien se dire que pour tout ce qui est le développement de ces grands modèles généralistes comme ChatGPT, Gemini, etc., globalement, la bataille est déjà un peu perdue d'avance. Hein. C'est comme avec les réseaux sociaux il y a 10 ans. Une fois que Facebook était là, puis Instagram, ça ne servait pas à grand-chose de se battre. Par contre, il y a beaucoup de place pour des modèles très spécifiques. C'est-à-dire que ces modèles, comme ChatGPT, peuvent autant parler de physique quantique que de comptabilité, que de poésie, que de finance, que de nous aider à partir une semaine au Portugal. Par contre, sur le design de montres, sur le design de médicaments, sur des recommandations d'investissement, il est possible de faire des modèles, ce qu'on appelle très spécialisés. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que d'une chose, c'est d'un domaine spécifique, mais par conséquent sont plus performants sur ce domaine. Et là, la Suisse, qui a toujours eu une innovation très pragmatique, peut prendre de l'avance, mais sur des sujets très, très précis, plutôt que d'essayer de faire compétition à OpenAI, ce qui est quasiment impossible. Pourtant, des fois, on a l'impression qu'on essaye de le faire. Récemment, le conseiller fédéral Guy Parmelin a inauguré l'initiative ALPS au Tessin, donc un sorte de supercalculateur lancé par le PFL et le PFZ. C'est 10 000 processeurs GPU dernier cri. Alors, ça, 10 000, ça paraît beaucoup, mais Meta en veut à peu près 600 000 pour cette année. On a quand même l'impression qu'on cherche à être dans cette course dans le discours, hein, à la quantité, mais on n'y arrivera jamais. Il faudrait trouver une autre manière de travailler l'intelligence artificielle. Alors, oui, absolument. Mais par contre, si c'est... vous avez dit combien de GPU Alors, c'est 10 000. 10 000. Si ces 10 000 sont appliqués qu'à un seul domaine, par exemple le médical ou à la finance, bah, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, si avec ces 10 000, on essaye C'est de 600 faire 000 pour Meta, rien que pour cette année. voilà, si on essaye de faire autant que Meta, qui lui va développer des modèles très généralistes, c'est-à-dire qui sont capables de faire comme le GPT, un peu de tout et le faire bien, alors là, on n'arrivera pas. Par contre, si tous ces GPU, on les concentre à des applications très spécifiques, encore une fois, dans l'horlogerie, dans le luxe ou dans la finance, dans ce cas, on peut... C'est comme si voilà, on a 10 000 francs versus 600 000. Si on essaye de mettre un peu partout avec 10 000 francs, on n'aura pas beaucoup de puissance d'investissement. Par contre, si on investit les 10 000 francs sur un ticket et que ce ticket est le bon, on aura un très bon retour. Alors, on n'y arrivera pas, mais quand même, si pour l'avenir, dans un monde qui est quand même assez fragile en ce moment, avec une actualité qui est bouillonnante, est-ce qu'on pourrait appeler de nos voeux à ce qu'il y ait un chat GPT suisse demain? C'est possible, c'est possible. Il faudrait une vraie volonté politique. Hein, quand là, vous donnez des chiffres qui montrent les différences de proportion. Hein. Je me rappelle quand Mistral a été financé en France, ils ont eu 500 millions d'investissements, mais ce n'est que 5% des 10 milliards qu'a eu OpenAI. Donc, si on y va, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Je pense que la Suisse et l'Europe a tout pour bien faire. Par contre, il faut y aller maintenant avec pas de manière nécessairement incrémentale. C'est une course où il faut arriver
prendre un train qui va C'est déjà pas trop très tard. vite. Vous avez évoqué les réseaux sociaux, c'était dépassé. Alors, il y a quelques batailles, il y a quelques champs de bataille qui, pour moi, je ne pense que c'est déjà perdu. Par contre, il y en a énormément qui sont encore ouverts. Mais quand on y va, plus spécialisé, plus spécifique. Mais si on y va, il va falloir vraiment y aller avec force et avec toutes les ressources intellectuelles, scientifiques et financières qu'on a à disposition. Et Artefact veut être dans cette course? Bien sûr, Artefact a énormément d'activités autour de l'IA, fait énormément d'initiatives, de formations. Vous investissez dans la recherche aussi ou dans le développement de ce Bien nouveau sûr. type d'outils? Exactement. Alors, FX6, nous avons fait de la recherche avec le PFL sur des nouveaux modèles de langage. Artefact en fait bien plus. Ils ont plus de 10 personnes dédiées à faire que de la recherche à but non lucratif. Donc, c'est bien sûr quelque chose que Artefact fait et veut participer au discours en Europe et bien sûr ici en Suisse et partager toute cette expertise. Eh bien, on suivra ça avec intérêt, Rémi Sabonadière. On pourra constater que l'IA va encore faire parler d'elle pendant longtemps. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. Avant de nous quitter, je vous propose notre exercice nouveau pour cette saison, le questionnaire de Proust. Elon Musk avant récemment. Pas nécessairement écouter tout ce qui se dit par des influenceurs, mais trouver des mentors qui vont vraiment vous conseiller. Un club de golf avec une balle, mon ordinateur et peut-être ma nouvelle PlayStation. Alors je chante extrêmement mal, donc je vais vraiment pas le faire, mais j'aime beaucoup Eye of the Tiger. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.